Cet événement de présentation de nos nouveaux adhérents Mobile Impulse à distance, c'est un format qu'on essaye, qu'on a commencé à essayer l'année dernière et qu'on prolonge cette année. Alors, en principe, il y a des personnes qui vont arriver, je pense, un petit peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a la chance de vous présenter trois nouveaux adhérents, quatre, pardon, quatre. Je vous rappelle ce qu'est Mobile Impulse. Donc, Mobile Impulse, c'est le réseau français des mobilités intelligentes et on est là pour mettre en relation en fait l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient publics ou privés, pour utiliser la technologie pour aller vers des mobilités plus durables et plus inclusives. Comme il est déjà 13h08, je vais laisser la parole à nos intervenants et donc notamment à Julien de Labaca, qui est, comment dire, euh, qui est à distance dans le sud-ouest et qui a une petite contrainte familiale qui fait qu'on a modifié un petit peu l'ordre de passage. Julien, la parole est à toi. Merci beaucoup. Ouais, il y a une organisation familiale qui se fait en fonction des températures Voilà. à 41 degrés chez nous, ce qui n'est pas normal, hein. Mais c'est une bonne introduction du coup. Un quart d'heure, c'est OK, Marie-Xavier, à peu près? Ok, super. Du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer ce que je fais en utilisant un petit support qui sera le plus visuel possible. Mais ça me semble important pour accompagner mon propos. Donc moi, je suis consultant au sein d'une boîte qui s'appelle l'Explorateur de mobilité. Ce que vous voyez à droite, c'est ce qui résume le plus ma vie de consultant et je vais vous expliquer après pourquoi. Très rapidement, d'où je viens. Donc cette agence, je l'ai créée en 2018 après une dizaine d'années au sein de collectivités publiques ou autour de collectivités publiques, donc que ce soit en AOM, dans une agence d'urbanisme, dans un GECT, Groupement européen de coopération territoriale. En 2018, j'ai bossé sur un projet qui était assez génial. On a eu la chance de gagner un grand prix d'innovation et à ce moment-là, je me suis dit que c'était intéressant de passer à autre chose et j'ai monté mon cabinet. La particularité de ce cabinet, et c'est ça qui me motivé au tout début quand je l'ai lancé, c'est d'avoir une grosse capacité d'exploration. En gros, pour le dire autrement, je pars un peu partout, sans vraiment de limite géographique, que ce soit pour mes clients ou pour les explorations que je réalise. Et c'est ça qui me permet d'alimenter, je l'espère, de la manière la plus intelligente, mes missions de conseil, qui sont pour le coup, elles, des missions assez classiques. Je vais vous l'expliquer juste après. Ce qui est important, il y a trois grandes thématiques sur lesquelles je travaille en particulier. Euh, Ça, c'est important de l'expliquer parce que c'était pas forcément exactement le cas au début et je pense que comme toute personne qui se lance dans une activité de consulting, il y a des choses qui se stabilisent et qui s'affirment progressivement. Des premières thématiques sur lesquelles j'ai bossé, c'est la question de l'intermodalité et j'associe le sujet de l'intégration. Pour le dire autrement, c'est comment est-ce qu'on passe d'un mode à l'autre et comment est-ce qu'on le fait dans les meilleures conditions grâce à des choses qui sont physiques et visuelles et d'autres qui ne le sont pas. Donc évidemment, il y a autour de ça tous les sujets de facilitation, la biéthique, l'information voyageur, la signalétique, etc. À la base, ma boîte s'appelait le facilitateur de mobilité. Donc en fait, tout ça colle. Moi, mon sujet, c'est pas tant de travailler sur l'offre ou sur la planif, ça je l'ai fait dans le passé, mais c'est de dire quels sont tous les sujets aujourd'hui, l'offre et la planif. Il y a plein de gens qui le font très très bien. Par contre, au moment où on est sur le terrain et qu'il faut accéder aux offres ou être informé sur ces offres-là ou avoir une facilité, une fluidité pour les utiliser, c'est là que c'est plus compliqué. Donc, c'est un gros sujet sur lequel je travaille et l'intermodalité, en fait, cristallise tout ça. Donc, ça m'a amené à travailler sur plein de sous-thématiques de l'intermodalité, mais je l'expliquerai un peu après. Il y a toujours, dans la manière dont je travaille, dans les thématiques que j'ai choisies, un lien entre deux choses. Donc là, finalement, dans l'intermodalité, c'est le lien entre deux modes, voire trois modes, voire quatre, pour les plus fous. Donc ça, c'est important. Et je dis ça parce que sur le deuxième sujet sur lequel je travaille, à savoir le lien entre mobilité, loisirs et tourisme, il y a aussi ce sujet de mettre en correspondance ou en lien deux sujets. Et là, c'est quoi l'idée? C'est de dire, on est très focalisé sur le domicile de travail et sur le quotidien. La réalité des chiffres, et les chiffres mentent assez peu, c'est que le volume le plus important de déplacement quotidien, c'est pas le domicile-travail, c'est le reste en fait. Et dans le reste, il y a plein de choses. Et donc j'ai été amené au fur et à mesure de mes déplacements, et là en fait, là aussi tout est lié. Je me déplace énormément, et je me suis toujours dit, mais comment est-il possible encore que quand je me déplace, je suis considéré comme un touriste ou comme un touriste d'affaires, on en soit encore à ce niveau sur le lien entre mobilité et tourisme. Donc j'ai commencé à creuser ce sujet.
Et là, il se trouve que pour mettre des choses concrètes dessus, l'année dernière, 50% du chiffre d'affaires de mon cabinet de conseil était sur ce sujet-là. Donc ça prouve que c'est un sujet important. J'y mets aussi la question des loisirs. Là, récemment, je répondais à un gros marché sur le lien entre le sport et la mobilité. Et là aussi, je vais le dire de manière très pragmatique. Aujourd'hui, gérer les mercredis après-midi des gamins qui vont au foot ou les dimanches après-midi, on ne sait pas le faire. C'est un impensé du transport, ou en tout cas peu pensé. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Et le troisième, et c'est un peu un sujet transversal, mais là aussi c'est un sujet de lien, c'est le lien entre la mobilité et tous les sujets autour du numérique et du digital. Euh, Pareil, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets dans le passé, sur la question des données notamment. J'ai fait un master à SIG, c'était déjà un sujet qui m'intéressait à l'époque. Et là l'idée c'est, et c'est lié aux deux sujets précédents, c'est le fait de mettre à disposition mes connaissances et mon expertise sur la techno au service de la mobilité. Donc évidemment, ça a du sens par rapport à ce que fait Mobile Impulse, c'est très cohérent. J'ai beaucoup, et je travaille encore beaucoup sur les données. Je fais partie du board de Mobility Data qui gère les standards de données à l'échelle internationale, notamment. Mais c'est un sujet sur lequel je travaille énormément. Et donc ça, pour moi, voilà, c'est la troisième grande verticale sur laquelle je bosse. Ça, c'était pour comprendre le quoi. Là, j'avais remis quelques éléments sur chacune des thématiques. Donc, c'est les différents éléments sur lesquels j'ai bossé. Je passe très vite, mais vous aurez la, la présentation à dispo. Ce qui me semble important, c'est plus d'insister sur, une fois que j'ai dit le quoi, le comment. Euh, Comme tout consultant, je fais du conseil. Bon, jusqu'à là, ça va. Consultant, ça veut rien dire, et conseil, ça veut rien dire. Donc, du coup, je vais rentrer dans le détail un peu après. Là où j'ajoute deux petites choses qui me semblent importantes, c'est que je pousse beaucoup de formats où on est dehors, on sort du bureau et on essaie d'aller voir des choses, dont un format masterclass, je vais en parler après, et j'essaie de beaucoup intervenir aussi en conférence. Donc pour le dire autrement, je passe une partie de mon temps devant l'ordi et une partie de mon temps ailleurs, où il y a beaucoup de trains et beaucoup de vélos dedans. Le premier sujet sur le conseil, donc ma première activité, et là aussi pour mettre des chiffres là-dessus, hein, c'est pour une boîte comme la mienne, qui est une petite boîte, c'est 60 à 70% de mon chiffre, donc de mon activité, presque. Euh, la manière dont je travaille, c'est que, encore une fois, je tente, ma formation à moi, c'est aller partout et regarder ce qui se passe. Le logo de ma boîte, c'est mes yeux avec JDL, mais c'est mes yeux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de regarder partout ce qui se passe. Et l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir mettre en avant et mettre à disposition et mettre à profit tout ce que j'ai vu au service du conseil que je fais auprès de mes clients. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, en essayant du coup d'apporter un peu d'oxygène dans la manière d'apporter les choses. Euh, le deuxième élément, c'est que je suis rarement en face d'autres cabinets. Je suis 90% du temps en complément, en sous-traitant, en co-traitant, en groupement. Euh, je peux pas me mettre en face d'un Sistra et c'est pas mon job, ni d'un Indigo, ni d'un Aegis, peu importe. Donc je travaille avec eux. Et ça, c'est ma volonté aussi, c'est que je vais traiter des sujets que eux ne traitent pas, ou la manière dont je les traite n'est pas la même qu'eux. Et ça, c'est une posture qui est importante pour moi parce que mon objectif n'est pas d'être en face de ces boîtes-là, ça n'a pas de sens, mais c'est plutôt d'apporter des compléments qui sont les plus judicieux possibles. J'ai mis quelques missions, mais sur tourisme et mobilité, là je sors d'une très très grosse mission pour l'ADEME qui a duré 18 mois à l'échelle nationale sur le lien mobilité-tourisme, sur la partie intermodalité, des gros dossiers pour RATP Cap, pour l'ADEME aussi, le plan vélo breton récemment, un gros sujet SNCF, un autre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Sur mobilité digitale, là je sors d'une grosse mission au Salvador pour Expertise France, pas mal de sujets à l'étranger avec l'AFD aussi. Euh, le schéma de données du plan de mobilité de Rabat, entre autres. Voilà, mais je passe très vite là-dessus. Deuxième sujet qui est important et dont je vais vous parler, c'est celui des explorations. Je vais essayer d'expliquer rapidement, mais en fait, moi, tous les ans, au lieu d'aller me former, je choisis une thématique et je regarde où cette thématique est la mieux traitée dans le monde. Je m'en fiche en fait de savoir où c'est et je me rends dans ce lieu-là. J'organise tout ça, donc ça c'est pas mal de taf. C'est de l'autosaisine. Je rencontre les experts, j'interviewe des gens, des utilisateurs, etc., etc. Et ça me permet voilà, de créer vraiment une grosse matière là-dessus. Je tourne aussi, donc j'ai ma caméra, j'ai tout ce qu'il faut.
Et en fait, quand je reviens de ça, je le transforme en masterclass. Donc, quand je monte des masterclass, c'est pas des masterclass où je me dis, tiens, donc j'irai parler de ça. C'est des masterclass où j'ai choisi une thématique, où je suis vraiment allé voir là où c'est le plus percutant, on va dire, dans le monde, encore une fois, sans limite géographique. Et ensuite, je le délivre, parce que c'est ça vraiment ma boîte, hein, c'est décrypter et partager. Et donc, je monte des formats masterclass qui sont un peu à géométrie variable, mais souvent qui durent 2 à 2 jours et demi, avec un peu de salle, beaucoup de contenu, énormément de terrain. Donc là, je suis en train d'en monter une grosse là, pour dans pas très longtemps, dans quelques mois. J'essaie d'en faire une ou deux par an, et ensuite j'en monte pour des clients à la demande, entre guillemets. Là, je suis en train d'en faire une pour le Citral, entre autres, et ça, c'est un gros, gros sujet. Et dans ces masterclass, il y a une masterclass particulière que je monte ici au Pays Basque. Moi, j'ai la chance d'habiter au Pays Basque. En fait, côté Pays Basque français, il ne se passe pas grand-chose, côté mobilité. Par contre, côté Pays Basque espagnol, c'est un des territoires les plus en avance d'Europe sur plein de sujets. C'est juste qu'on ne le sait pas, ce qui est plutôt bien, parce qu'ils sont très humbles. Et donc, je monte une master basque une fois par an, dans laquelle je fouille un sujet très important dans ce territoire-là. J'en dis pas plus, il y aura des éléments à disposition. Et troisième élément, j'interviens comme conférencier. Ça, effectivement, ça se fait beaucoup. Moi, j'essaye d'avoir un avantage par rapport à mes clients, enfin pour mes clients, c'est le fait d'être capable d'intervenir comme intervenant, mais aussi je le fais beaucoup de modérer, de piloter des sessions complètes, voire des journées complètes, voire des 2 journées complètes, et de proposer potentiellement les deux. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant pour un client d'avoir quelqu'un qui est capable d'intervenir, de faire un TEDx au début, et de modérer la suite des événements. Donc je le fais très régulièrement de cette manière-là. Ça permet aussi aux clients de mutualiser les coûts, ce qui n'est pas rien en ce moment. Et l'intérêt, c'est que je peux, et c'est aussi le lien à chaque fois avec les explorations, réutiliser tout ce que j'ai vu sur mes explorations. J'injecte très régulièrement beaucoup de contenu vidéo. Là, par exemple, je fais une conf à Bordeaux à la rentrée où je suis venu chercher des éléments des Pays-Bas, de Bilbao, de Melbourne pour alimenter ces sessions-là. J'ai mis quelques confs clés, quelques masterclass. Là aussi, ça sera disponible sur la presse. J'en dis pas forcément beaucoup plus. Et comme il est 13h20, je voulais rester dans un format 12-13 minutes. Je crois que j'y suis à peu près. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Marie-Xavière. Je pense qu'elle aura ma presse. Ça, c'est mon mail. Et il y a mon numéro de téléphone. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. De manière synthétique. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant ou après, mais je serais ravi de vous y répondre. Juste, Julien, à qui sont destinées les masterclass? C'est c'est les opérateurs de transport, enfin, c'est les opérateurs de mobilité, ou enfin, c'est les agences publiques, ou c'est également des sociétés privées? Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a une espèce de sélection qui se fait automatiquement selon les thématiques. Là, par exemple, récemment, j'en ai fait une sur la thématique comment mettre en tourisme la mobilité avec l'exemple de la Suisse. Et là, j'avais un moitié AOM, moitié ce qu'on appelle les OGD, les organismes gestionnaires de destination, donc CRT, ADT, Office de tourisme. Quand j'en ai fait une sur l'innovation dans le transport, j'avais une majorité d'opérateurs, publics et D'accord, privés, oui. donc aussi bien de la STIB, le Tech, des Wallons que du Keolis. Et là, j'en fais une prochaine que je suis en train de monter sur la thématique de l'autocar, avec l'exemple de l'Espagne. Là, je sais que potentiellement, c'est beaucoup d'AOM, notamment régional. Donc, j'ai envie de dire, moi, c'est ouvert, mais le public se génère automatiquement en réalité en fonction de la thématique. Eh ben, merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Comme on sait que tu as une contrainte, on va te libérer. Du coup, Et je reste vous écouter un peu, mais je fais oui, de la gestion familiale en même temps. ça roule. Bah, c'est important, la gestion familiale aussi. Effectivement, ça me fait Juste du un bien. mot, Julien. Oui. Juste un mot, Julien. Bah, finalement, on va finir par pouvoir se parler. On échange depuis des plombes sur LinkedIn sans trouver de créneau. Bon, je sais où tu es maintenant. Je suis pas loin. Et là, j'ai une écoute, j'ai une oreille ouverte. Voilà. Allez, bon courage. Alors, bah, du coup, David, c'est à toi. On a un petit peu galéré en back-office, mais ça y est, c'est bon. Ouais, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je cherche ma présentation. Faut que j'arrive à trouver maintenant parce que j'ai perdu dans tous mes navigateurs là. Puis, donc,
juste parce que je vois peut-être pas tout le monde. Donc autour de la table, Julien, je connaissais, mais on ne s'était pas parlé. Cédric, on se connaît déjà. Statsny aussi. Et Jérémy, je connais plutôt pas mal. Et Roman, oui aussi. Qui est-ce que je ne connais pas? Et Véronique, Saskia. je connais Je bien. pense que tu Saskia. connais pas Saskia. Voilà. Et Daniel. pardon, Alors, je partage, ça arrive. Tac. Est-ce que vous voyez en plein écran? Oui, très bien. Oui. Très bien, parfait, parfait. Donc, ravi à tous, désolé du retard. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis David, et ceux qui ne me connaissent pas, David Chauvin. Donc, je travaille là pour Eurive. J'ai fait en sorte, depuis quelques années, en fait, d'inviter Eurive à aller rejoindre la Tech ITS en son temps. Et finalement, ça s'est fait au moment du switch vers Mobile Impulse avec Marie-Xavier. Donc, on a rejoint l'association en courant 2025 et on a commencé à travailler pour l'association dès janvier 2025 sur une publication. Et mon compère de travail qui est dans la salle virtuelle, là, Jérémy Gugère, on a travaillé tous les deux pour une contribution qui fonctionne bien sur l'open payment, qui nous a emmenés sur plusieurs forums au Sénat. Et là, ce matin, je représente l'association Mobile Impulse en Belgique. Je suis à l'UITP, donc l'Union internationale des transports publics, pour justement parler de la publication Open Payment et de la prochaine à venir, puisqu'ils ambitionnent de faire la même chose. Donc, pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai souhaité que Rive rejoigne le Mobile Impulse? Parce que Rive, c'est une société de la mobilité, alors qui est désormais un groupe qui s'est formé de plusieurs entreprises qui œuvrent, qui opèrent dans le monde de la mobilité depuis plus de 70 ans, pour être clair. Évidemment, pas avec des technologies aussi digitales que celles que l'on connaît aujourd'hui, mais on a été, que ce soit Flowbird, dans le passé Calais, puisqu'on avait racheté cette entreprise, on a été des pionniers sur la mise en place de solutions technologiques pour gérer l'espace public et pour gérer les accès dans le transport en commun. Et la digitalisation a fait que dans les années 2000, il y a eu une accélération dans le mobile et désormais le mobile est partout. Et le groupe EasyPark est un acteur clé dans le paiement du stationnement en voirie et en ouvrage, a fait l'acquisition de Flowbird, puis l'acquisition d'un autre acteur qui s'appelle Parcopédia, c'est la première phase que vous avez en haut du slide, qui lui permet de faire du guidage et de la réservation dans des parkings. Et ces trois acteurs ont formé la société Eurive, le groupe Eurive, qui est une entreprise internationale, qui a plus de 4000 collaborateurs présents dans 90 pays et qui sert chaque année plus de 60 millions d'utilisateurs, qui est un chiffre basé sur des transactions qu'on réalise sur nos différents canaux de vente. Donc cette société, elle est très très dynamique, puisque là je vous ai cité les trois entreprises phares du groupe, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont rachetées qui ont été rachetées depuis les 25 dernières années, des sociétés du mobile principalement, et qui fait que cette entité aujourd'hui, elle a beaucoup d'utilisateurs actifs au quotidien. Et elle a énormément de matériel à côté de ces installations digitales, ces solutions digitales, pardon. On a aujourd'hui, là on voit sur le slide, on annonce qu'on a 16 000 équipements voirie, donc des horodateurs qui sont installés tous les ans. Si on fait la somme de l'ensemble des équipements qui ont été installés par les entreprises du groupe, rien que sur la dimension horodateur, on en a plus de 360 000 qui sont équipés, installés, fonctionnels dans tout le monde. On a aussi des clients entreprises qui payent du stationnement en voirie avec des comptes professionnels. Et puis, on a toute cette dimension paiement automobile donné qui sont des piliers très très forts du groupe et des piliers en croissance,
puisque le paiement est l'acte qui va permettre de s'acquitter d'un droit à stationnement, mais aussi d'un droit à transport. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous avez compris, cette société, elle est très active dans la mobilité, dans la voiture, dans le stationnement, dans le paiement, dans la donnée et aussi dans le transport. Donc ici, pour revenir sur les marques emblématiques que vous connaissez peut-être dans votre quotidien, Flowbird, vous l'avez probablement utilisé à une époque quand vous étiez dans une ville qui avait cette application Flowbird. Elle existe, elle est en train de s'éteindre, cette marque-là, puisqu'elle est remplacée au profit de EasyPark. Et puis sur d'autres géographies, on a des Ringo qui sont l'équivalent en Angleterre, le Park Mobile aux États-Unis, le Parking Space, un service de réservation de place en Angleterre, Parkopedia qui fait la même chose un peu plus étalée à l'international, et Yellow Brick qui est un acteur majeur en Hollande qui a fait partie des sociétés pionnières du paiement par mobile, du stationnement. Puisque la Hollande est un marché très développé en ce qui concerne la mobilité, la voiture, les transports. Ils sont souvent fer de lance en Europe sur les solutions digitales à travers la mobilité. Donc, entreprise mondiale, qui est donc sur ces géographies, vous voyez, hein, on a une très grosse, un très fort déploiement aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. On a évidemment nos bases historiques en Europe du Nord, qui sont massivement développées, l'Asie, l'Australie. Et là, en Australie, je dirais qu'on est plus fort sur la dimension transport, notamment avec une référence massive qui est celle de Perth, qu'en stationnement. Et puis, les géographies avec des pays émergents, des pays en plein développement économique, et notamment les pays d'Afrique du Nord qui bénéficient, comme c'est le cas par exemple au Maroc actuellement, d'une dynamique énorme amenée par la Coupe du Monde. Eh bien, on va sur ces géographies et on aide les villes et les territoires à mieux réguler les espaces et à mieux faire entrer les gens dans les transports en commun. Donc, si on regarde rapidement les 70 ans, hein, on a commencé en 55 avec les Suédois. C'est assez étonnant. Hein. Nos voisins suédois ont inventé les premiers horodateurs en faisant la copie de ce qu'ils avaient vu aux États-Unis. La même chose s'est passée en France. On a aussi créé des horodateurs après dans les années 60. On a été pionnier en France en équipant le premier client qui était la ville de Paris. On était la première ville à équiper la ville de stationnement payant avec des parcs-mètres à l'époque. Et ensuite, c'est devenu des horodateurs. Et puis, vous voyez, tout le long du chemin, là, on a cessé de développer de la technologie, de racheter des entreprises et de s'étendre et de grossir et d'aujourd'hui d'être un groupe qui pèse, qui avoisine le milliard de chiffre d'affaires. Donc, on est sur une très grosse entreprise. L'ambition, elle est très simple, elle est de rendre les villes le plus agréable possible à vivre. Donc la mobilité aujourd'hui est une composante très importante. Les villes sont des espaces vivants. Une ville, elle évolue tout le temps au gré des politiques publiques, des politiques d'aménagement. Je pense qu'on va les voir évoluer encore beaucoup plus fortement avec les conditions climatiques que l'on vit désormais. Il y a une véritable reconfiguration des espaces de vie, des espaces de l'utilisation de la bande de trottoir, de l'utilisation des infrastructures, de l'amélioration de toutes les services de mobilité, l'accélération des vitesses commerciales pour les bus, les priorités au feu, et choses comme ça. Et nous, on améliore tout ça par notre connaissance de la voiture, de son stationnement, des usages, des déplacements qui peuvent être faits entre le périurbain et le centre de la ville ou les zones qui sont payantes. Et c'est tout ça qu'on ambitionne de partager avec nos villes pour fabriquer une plateforme de mobilité qui va permettre à nos clients, sur un espace donné, de beaucoup mieux comprendre et de beaucoup mieux comprendre dans un premier temps et ensuite décider comment aménager le territoire urbain avec des mobilités. Donc pour ceux qui sont connectés avec ça, et je pense qu'autour de la table, on l'est tous, les Sermes
sont en France un des éléments très importants pour Eurive, puisqu'on a la dimension voiture, on a la dimension transport en commun, et c'est là-dessus qu'on souhaite se positionner et envoyer les messages à nos différents décideurs politiques sur les solutions qui leur sont disponibles aujourd'hui. Donc la plateforme de mobilité, je viens de la décrire à l'instant. Les objectifs, voilà, c'est une plateforme d'abord pilotée par du logiciel, de l'intelligence. C'est une plateforme qui va inclure une brique de paiement, parce que le paiement aujourd'hui est vraiment la pièce essentielle qui va permettre de créer des parcours usagers extrêmement fluides. Vous le vivez au quotidien dans votre vie de tous les jours, hein, que ce soit sur des achats que l'on fait aujourd'hui depuis son canapé et que l'on va récupérer dans un magasin, dans un magasin, chez un commerçant. Mais aujourd'hui, la mobilité, ça doit résonner de la même manière. On commence son voyage dans son canapé et on termine dans un bus, en passant après par un vélo. Et il faut que tout ça, dans les actes d'achat, validation des services, l'usager puisse retrouver tous ses achats, tout son parcours, parce que parfois, il a besoin, même régulièrement, il a besoin de savoir ce qu'il a consommé. Le son est très mauvais, David, là, juste sur la dernière minute. Dans certains cas, vous m'entendez pas bien? Là, ça revient. Allô? Oui. Ah, c'est les miracles d'Internet, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc les datas, évidemment, sont clés. Les analyses comportementales augmentées avec de l'IA vont nous permettre de aussi mieux comprendre les ressorts de changement de pratique, parce que ça, c'est très clé aussi pour nos clients, de comprendre ce qui fait que les usagers vont changer de comportement dans leur mobilité. Et puis, l'entreprise, elle a évidemment cet angle de servir les collectivités, de servir les entreprises, de servir les territoires, mais on souhaite aussi, et surtout, hein, sur l'identité de marque, la force de la marque, que ce soit le choix numéro un pour les voyageurs. Donc l'ambition, je dirais, à quelques crans plus loin, c'est de fabriquer la marque référente quand on souhaite se déplacer en disant j'ai mon app Eurive, je peux tout faire avec. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas d'application Eurive. Peut-être que demain, on aura une application Eurive multimodalité, multiservicielle qui permettra à un usager de trouver tous les bouquets de services qui existent sur son territoire. On n'est pas encore ici, mais c'est des ambitions qui sont portées par le groupe. Le parking, je ne reviens pas parce que vous connaissez les Eurodateurs, vous connaissez les applications mobiles, vous avez vu la carte. Donc, partout où il y a des taches, des marques bleues sur la carte, nous y sommes. Donc, pour le redire, mais la présence, elle est dans plus de 20 000 villes aujourd'hui. Hein. Donc, on peut considérer quand même qu'on a ce statut de leader mondial. Sur un écosystème complètement intégré qui aujourd'hui va de la voirie en passant par le parking, en passant par le guidage et la réservation. Donc on a l'ensemble de la collection pour servir le client et on intègre aussi désormais, dans cette dimension parking, on intègre aussi la partie rechargement électrique des véhicules. Donc on est capable d'amener en plus dans l'acte de stationner, l'acte de recharger le véhicule, tout ça avec le même moyen de paiement. Le transport, leader mondial, on y va fort. Entre vous et moi, on n'a pas du tout à rougir de notre position sur des marchés très spécifiques comme le marché français, le marché australien, comme je vous disais. Et puis, on a une présence aussi significative en Angleterre. On a eu des très bons contrats avec des clients. Et puis, on a du développement qui est constant aux États-Unis, puisque on a une approche qui plaît au Department of Transport. On ne parle pas des massives villes, mais on arrive à avoir des belles bases. Au Canada, notamment en Amérique du Nord, on a une très belle base à Laval, Québec, donc, où on fait du transport et notamment de l'open payment. Donc, dans le transport, notre volonté, elle est de moderniser les équipements. Ceux qui ont eu l'opportunité de venir à Mobco il y a 2 semaines, vous avez pu voir sur notre stand qui était très orienté transport,
On fabrique des distributeurs de titres automatiques qui sont aujourd'hui dotés de très très grands écrans tactiles. C'est l'équivalent d'une tablette avec un fût métallique qui va faire à peu près 100 kg, mais c'est aussi simple d'utilisation qu'une tablette. On va même jusqu'à intégrer des caméras, des haut-parleurs, des micros pour accompagner les clients qui sont en difficulté pour choisir un titre, s'orienter. On peut aujourd'hui proposer des services qui vont jusqu'à l'accompagnement avec une vidéo en utilisant de l'AI. Donc on est vraiment on amène vraiment le digital dans des points de vente qui étaient perçus vieillissants. On est sur cette dimension digitale, qu'on mélange du physique avec du digital. Donc, on développe aussi beaucoup de collaboration dans le transport. On est obligé, et on le fait avec plaisir, de faire des partenariats notamment avec nos confrères du paiement, nos confrères des schemes. On a cette dimension où on est obligé de faire des collaborations fortes pour intégrer nos systèmes avec les leurs et rendre les services extrêmement fluides pour les usagers. Donc, tout ça, ça se traduit par quoi? Par des solutions que vous connaissez évidemment à travers la billettique, un standard, celle qui est au centre, avec l'open payment, parce que je pense que ceux qui sont autour de la table ont tous entendu en parler, puisque Jérémy et moi, on porte ça très très fort sur le marché français. Puis le MAS, qui est une solution que l'on a aussi pour ceux qui iront à Nantes dans les prochains temps, si c'est le cas. Hein, Véronique, c'est pas très loin de chez toi. Si tu vas à Nantes, la prochaine fois, tu télécharges l'application de la Semitane, et c'est l'application que Eurive a développée pour le client, qui intègre du transport, qui intègre du stationnement, qui intégrera très rapidement des vélos. On rentre dans ces logiques aussi d'accompagnement de nos clients avec ces applications qui sont MAS. Et demain, on proposera probablement un combo MAS Open Payment qui est la suite naturelle pour nous. Le paiement, je fais court puisque je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur le paiement chez Eurive. C'est la pierre angulaire du dispositif. On le simplifie. On veut proposer toujours toutes les modes de paiement. On est unique sur le marché pour ça puisque on est en capacité d'accueillir, de délivrer des titres de transport ou de stationnement sur des machines avec des pièces, jusqu'en utilisant les dernières technologies avec le sans contact, avec des QR codes, avec tout ce qui va bien pour que l'acte de paiement soit le plus fluide possible pour ceux qui sont très digital et qui n'ont pas peur d'utiliser les moyens à travers leur smartphone, à travers leur carte bancaire. C'est vraiment ça que l'on souhaite couvrir l'ensemble de la chaîne parce que il ne s'agit pas de laisser les gens sur le bord de la route, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas cette appétence pour la technologie. Il faut bien leur apporter des pièces. Et c'est aussi la volonté de nos clients de maintenir pour certains des niveaux d'équipement très, très, très inclusifs. La volonté aussi derrière, c'est que nos clients, à travers des simplifications d'usage, voient une simplification et une augmentation de leur volume de transactions. Donc ça veut dire accessibilité simplifiée, c'est j'ai plus facilement l'envie d'aller vers un service public qui pouvait parfois me rebuter parce que je n'avais pas forcément, en tant qu'usager, le temps, les moyens, l'envie de comprendre comment il fallait faire pour s'acquitter d'un titre de transport. Là, en le faisant très simplement, on accueille plus facilement et ça se traduit d'ailleurs dans les chiffres. On l'a vu à travers la publication Open Payment avec Mobile Impulse notamment. Et puis les données, les données qui sont clés, qui viennent de la voiture, qui viennent de nos systèmes de transport, qui vont permettre à nos différents partenaires, à nos clients de mieux concevoir leur mobilité demain. Donc le véhicule électrique, je vous en ai parlé, les données, la gestion, parce qu'effectivement tout ça est clé aussi. Les services de rechargement électrique sont aussi sujets à beaucoup de fragilité. Et les périodes de forte chaleur, comme on connaît, ne les aident pas. Donc on a aussi pour vocation d'amener ce niveau d'information. On sait le faire sur des horodateurs. Il n'y a aucun problème pour le faire sur d'autres équipements.
Donc, j'espère ne pas avoir été trop long, Marie-Xavier, C'est parfait. chers collègues. Et juste pour moi, quelle heure est-il? Est-ce que j'ai tenu 20 minutes? Oh là Ouais, là. c'est parfait. T'as vu, Véronique, un peu, je m'améliore. Alors, est-ce je qu'il y vous a des entends pas questions bien. pour, est-ce qu'il y a des questions pour David et pour Rive? N'hésitez pas à les poser dans la partie questions-réponses. Bon, bah, si ça, comment dire, si ça vous revient, on refera peut-être un petit moment de questions-réponses à la fin. On va passer à la personne suivante. Véronique, c'est ça? Oui, Véronique. Ouais. Je dois m'absenter parce que j'ai les personnes de l'UITP qui m'attendent à côté pour manger un petit sandwich là. Donc, D'accord. je vais devoir vous abandonner. Excusez-moi, Bon, bah, Véronique. Non, c'est rien. Merci, David. Bon courage à tous. Merci. Merci. beaucoup. Anissa, je ne sais pas si tu peux mettre le PowerPoint parce que j'avais un petit souci pour partager mon écran. Oui, je vais donc faire la tentative. Sinon, je vais réessayer. Hein. Ah, Julien, il y a Julien qui dit, moi, je suis là. Julien de la Vaca. Sinon, je peux réessayer, Anissa. Oui, je suis en train de... D'accord. Donc, partager écran. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième slide. Alors, donc, je suis Véronique Amourette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis experte en tarification et en financement de la mobilité. Vous allez dire que ça a peu de rapport avec l'innovation et la technologie. Mais bon, l'innovation et la technologie, il faut la financer. Et quand vous avez de nouveaux moyens de paiement type open payment, il faut réfléchir à la tarification qui pourra être mise en place avec cette nouvelle technologie. Alors, de mon côté, j'ai 25 ans d'expérience dans la mobilité. J'ai commencé à travailler en cabinet d'études transport et mobilité. Ensuite, je suis passée chez un grand opérateur national. Et enfin, j'ai terminé là dernièrement en collectivité. Alors, plutôt sur des problématiques tarification et financement de la mobilité. Je peux dire que j'ai travaillé sur une cinquantaine de DSP pour améliorer les gammes tarifaires, optimiser la tarification et les recettes. J'ai aussi travaillé sur de la renégociation de contrats. Vous savez, quand vous répondez à un appel d'offres, vous pouvez surestimer le volume des recettes que va générer la tarification. Et après, vous perdez énormément d'argent et vous pouvez être tenté de vouloir renégocier avec la collectivité. Alors, je travaille sur ces renégociations de contrats du côté opérateur, mais aussi du côté AOM. Donc, voilà, on va passer à la slide, la slide 3. Alors, pourquoi ces sujets de tarification et de financement de la mobilité sont importants? Alors, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les AOM sont confrontés à un certain nombre de difficultés. D'un côté, on leur demande d'augmenter l'offre de transport et les services de mobilité. Alors, cette demande émane des habitants du territoire, mais aussi des élus. Il faut qu'elle fasse attention à l'acceptabilité sociale, parce que vous avez des contraintes budgétaires et si vous voulez financer, je vais en parler tout à l'heure, vous avez plusieurs leviers. Et il faut également respecter la transition écologique. La transition écologique, il peut coûter très cher, notamment au niveau des véhicules les véhicules électriques sont beaucoup plus chers qu'un véhicule thermique. On va passer à slide 4. Oui, alors au niveau des réseaux de transport, on a trois piliers pour financer la mobilité. Vous avez d'abord la gamme tarifaire.
les voyageurs qui paient un tarif, et ça représente à peu près 20 à 25% du montant, du financement du transport. Vous pouvez vous appuyer aussi sur le versement mobilité quand vous avez levé le versement mobilité, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter le taux du versement mobilité si vous n'avez pas atteint le plafond. Et enfin, si ce n'est pas suffisant, si la gamme tarifaire, les recettes de la gamme tarifaire et du versement mobilité ne sont pas suffisants, vous pouvez jouer sur le budget de la collectivité, le budget principal de la collectivité. Alors bien sûr, il y a des collectivités qui sont très riches et pour qui ça ne pose pas de problème. Et il y en a d'autres où c'est un peu plus problématique et qui sont donc limitées par la tarification et le versement mobilité. Alors bien sûr, quand un des piliers bouge, tout bouge. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai 3 visions, puisque j'ai travaillé aussi bien chez l'opérateur, chez un grand opérateur, en collectivité et en cabinet conseil. Alors, pour avoir travaillé dans ces 3 types de structures, je peux dire que chacun voit un petit peu une partie du problème. Et bon, l'intérêt pour moi d'avoir travaillé, d'avoir ce triple regard, c'est je pense maintenant, avoir une vision d'ensemble du problème. Quand vous êtes opérateur et que vous travaillez sur les recettes et la tarification, vous regardez la réalité des recettes, les contrats et les risques du contrat et les comportements voyageurs. Du côté collectivité, on regarde surtout les contraintes politiques et les arbitrages budgétaires. Et enfin, du côté conseil, on a le recul et l'analyse, mais souvent on manque de vision terrain. Et donc, cette triple lecture me permet d'apporter une lecture économique, opérationnelle et décisionnelle des projets. Alors, les questions sur lesquelles j'interviens, donc j'interviens aussi bien pour les AOM, les cabinets d'études et les opérateurs. Alors, il faut dire que j'ai créé ma structure depuis 1 an. J'étais encore en collectivité il y a 1 an et demi, donc ma structure est assez jeune. Et donc, pour le moment, j'interviens surtout auprès des cabinets d'études qui ont besoin d'une expertise en tarification et en trajectoire de recettes. Mais j'interviens aussi auprès des AOM, notamment avec les élections municipales, sur des sujets d'acculturation à l'économie des transports. Et bien sûr, je peux intervenir également auprès des opérateurs, alors plutôt opérateurs locaux, parce que les opérateurs nationaux, les grands opérateurs, sont staffés au niveau du siège. Et donc, c'est pour ça que je me concentre plutôt sur les petits transporteurs. Alors, il y a 2 transformations qui me passionnent actuellement, et 2 sujets sur lesquels je travaille particulièrement actuellement et qui sont en lien avec Mobile Impulse. C'est l'open payment. L'open payment qui permet de simplifier le réseau, l'accès au réseau pour les utilisateurs. Je travaille aussi, alors cet open payment, alors pourquoi le sujet tarification vient sur le sujet open payment? Eh bien, c'est parce que quand, vous savez, l'open payment, on peut plafonner à la journée, mais on pourrait aussi envisager de plafonner au mois ou même à l'année. Et aussi, il y a un sujet avec l'open payment, c'est comment on fait pour gérer les personnes qui ont un peu plus démunies. Donc, il faut réfléchir à comment on fait pour leur accorder des niveaux de réduction. Donc, je suis sur ce sujet. Et je suis sur un autre sujet, sur la tarification dynamique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en heure de pointe, les TER et même certains réseaux urbains sont très fréquentés. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe à Londres, il y a une tarification différenciée selon que vous êtes en heure de pointe ou en heure creuse ou le week-end ou en jour férié. Et je me dis qu'on pourrait essayer de travailler, de déployer la tarification dynamique sur les réseaux urbains et les TER sous certaines conditions en France. Donc, c'est pour ça que je travaille là-dessus. Et ce qui permettrait à la tarification de devenir un outil de pilotage des mobilités. Alors, ce que je souhaite apporter à Mobile Impulse
aujourd'hui, je fais partie du groupe de travail Open Payment, groupe qui est animé par Jean Coldelfi, avec David Chauvin et avec Claire Yetzig de la région Alsace. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que Open Payment et nouvelle gamme tarifaire sont complètement liés. Je voudrais travailler aussi sur la tarification et le financement de la mobilité. Comme vous le savez tous, les réseaux de transport ont des difficultés pour financer leur mobilité. Et je vous ai parlé des différents leviers qu'on pouvait actionner. Donc la tarification, le versement mobilité, le budget principal, mais ça peut être aussi la réduction des coûts. Parce que là, il y a des grosses marges de manœuvre sur la réduction des coûts, je peux vous le dire, ayant travaillé en collectivité. Et surtout auprès des collectivités de taille moyenne qui fonctionnent avec des marchés publics et non pas avec des DSP, c'est-à-dire qui n'ont pas la compétence des grands opérateurs nationaux. Je souhaite aussi travailler sur la problématique de l'inclusion et de l'accessibilité et enfin sur la soutenabilité économique. Et bien sûr, avec Mobile Impulse, ce qui serait bien aussi, c'est de développer des actions d'acculturation avec le levier de la formation auprès des AOM ou des opérateurs. Exactement. Voilà. C'est bien ce qu'on a l'intention de faire. Voilà. Et donc, alors, par contre, je crois que notre agence de com, si elle voit notre logo sur un fond jaune comme ça, elle va avoir un petit coup au cœur. Mais oui, bon, ça, c'est un petit bricolage. Alors, j'ai des couleurs qui ressemblent un petit peu à celles de Mobile Impulse. Et là, le logo, je l'ai pris sur votre… Oui, non, mais voilà. Mais Voilà. C'est juste quand on lit la charte graphique et ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Je dis ça pour mes deux collaboratrices qui sont dans la réunion avec nous et qui doivent se dire « Oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» Voilà. Alors ça, c'est mes couleurs. Hein. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais voilà. Et donc… c'est les couleurs de la Suède et de l'Ukraine. Bon choix. Voilà. Des couleurs complémentaires, complètement complémentaires en plus. Et donc, alors ce qui est important avec la tarification et les gammes tarifaires, c'est que, et même si on travaille sur l'open payment et sur la tarification dynamique, c'est qu'il faut se poser 3 types de questions. C'est qui paie, pour qui, avec quelles conséquences, parce que derrière chaque innovation de mobilité se cachent des choix tarifaires, économiques et sociaux. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur mon expertise, tarification, financement de la mobilité, mais je pense que c'est complètement en lien avec ce que propose Mobile Impulse, notamment avec, sur les nouveaux moyens, sur les sujets billettiques et les sujets open payment. Moi, je voulais juste peut-être rebondir sur effectivement ce qui a été en fait dans le changement de nom de Mobile Impulse. Il faut avoir en tête que ATEC ITS, c'était alors c'est presque Mobile Impulse, mais pas tout à fait. ATEC ITS, c'était quand même des ingénieurs qui parlaient à des ingénieurs, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et Mobile Impulse, c'est des ingénieurs qui parlent à d'autres ingénieurs, toujours, mais en prenant en compte les parties prenantes, parce que les parties prenantes, en fait, le sujet la mobilité est arrivé dans leur… voilà, on voit pas mon super beau téléphone, mais est arrivé dans leur poche. Et ça change énormément de choses, parce que si on se souvient pour les gens de ma génération, par exemple, j'ai connu, voilà, je vais avouer, moi, je n'ai jamais validé 2 tickets de bus dans le bus à Paris parce que j'étais persuadée pour moi, c'était évident, mais sans même travailler dans le secteur encore, qu'avec un seul ticket, on pouvait changer de bus parce que, voilà, si notre bus, il n'allait pas à l'endroit où on voulait, qu'il fallait prendre un autre bus, évidemment, c'était un seul ticket. C'était évident pour moi. Et je me suis rendu compte, mais des années après, que c'était faux et que j'aurais pu être contrôlée et verbalisée. Et là, en fait, c'est vrai que ça change, la technologie change énormément de choses, facilite beaucoup la donne. Et je trouve que d'ailleurs, c'est très intéressant, en lien avec ce qu'a présenté Julien, David et vous, Véronique, l'article qui est sorti la semaine dernière sur le fait qu'en Ile-de-France, on va pouvoir payer ses tickets avec sa carte bancaire, mais avec un coût assez élevé et que ça sera réservé oui, à prescription, merci Julien. Par contre, j'ai un fils, si tu peux appeler tes copains. Non résident. Voilà, les touristes à Paris, c'est 500 000 personnes par jour. Donc, en fait, 500 000 personnes qui payent 80 centimes en plus, ça fait 400 000 euros. Donc, 400 000 euros sur 365 jours, oui, ça vaut la peine de réfléchir, en fait, avec l'angle des touristes.
touristes qui se font jusqu'à aujourd'hui piéger parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont acheté comme ticket, ce qu'ils ont le droit de prendre, etc., etc. Ouais, tout à fait. Donc là, ils ont fait une Donc, révolution tarifaire. Les gens mm, enfin, les Parisiens qui utilisaient, enfin, les occasionnels parisiens ont trouvé à redire parce mm, qu'effectivement, on a un ticket dans le métro et un autre ticket pour le bus. mm, Mais à partir du moment où vous êtes abonné, mm. donc Ou là, c'est le Navigo Liberté Plus. ouais, voilà, Ouais, c'est complètement transparent. mm, voilà. Et après, il y a la prise en compte des familles aussi, parce qu'il y a des fois, en fait, on peut Oui, valider qu'une seule fois alors qu'on est plusieurs, ou bien on est avec des jeunes, etc., etc. Bah, ouais, merci beaucoup, Véronique. Alors, je lis le commentaire de Julien. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Les touristes sont des vaches qu'il faut savoir traire. Bon, oui, c'est pas très élégant, mais c'est parlant. Et ben, du coup, je vais passer la parole à Cédric. Oui, merci. Alors, je vais partager mon écran, je vais tenter de le faire. Hop. Alors, j'ai mis la présentation aux couleurs du temps qu'il fait dehors et a priori les bonnes couleurs de Mobile Impulse. Donc un peu de soleil, comme l'a fait Véronique. Donc là, contrairement en fait aux trois personnes précédentes, moi je me qualifie ni de consultant ni d'expert. Donc qu'est-ce que j'apporte sur le secteur de la mobilité? C'est de vendre justement cette mobilité et de l'adapter par rapport aux besoins des AOM, en fait, des clients des AOM, hein, qui sont les usagers. Donc, j'ai créé cette agence de business development il y a 3 ans, qui s'appelle donc Colibri GTM, GTM pour Go to Market. J'ai une expérience terrain de 30 ans dans la vente directe et 15 ans dans le business développement. Donc, principalement, voire uniquement à l'international, pour développer des marchés étrangers. Donc au départ, parce que je suis ingénieur donc dans l'électronique télécom, et puis j'ai évolué vers la vente de systèmes et la vente de soft, de logiciels, d'IA. Ça, j'y reviendrai. Et puis aussi, j'ai travaillé chez des opérateurs de mobilité que vous voyez à gauche, que vous connaissez tous, parce que Aegis n'est pas uniquement un ingénieriste, hein, n'est pas uniquement une société de conseil, c'est aussi pour à peu près 25% de son chiffre d'affaires, un exploitant, un opérateur de mobilité comme les Transdev dans les domaines du système de péage, du stationnement, et puis éventuellement d'autres choses. Enfin, voilà. Et donc j'ai 20 ans d'expérience de la mobilité avec de l'IoT. L'IoT, donc c'est ce qu'on appelait à l'époque la télématique, donc rendre les voitures communicantes. Le système de péage, qui m'a occupé une bonne dizaine d'années. Le contrôle de stationnement automatisé, la prédiction de fraude dans les transports, dans les bus. Donc ça, c'était après que Marie-Xavière fraude les bus, puisque sinon Mm. on l'aurait, si possible, détecté donc par l'IA. Ça, c'était il y a 3 ans. Voilà, donc j'ai toute cette expérience-là, et puis donc j'ai développé les marchés principalement en Europe, un peu au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord, et tout ça depuis la ville où je réside, et je travaille aussi, qui est Boulogne-Billancourt, donc à l'ouest de Paris, qui est d'ailleurs en fait la troisième ville d'Île-de-France, hein. Je ne sais pas si vous le saviez, en fait, en termes de population, derrière Paris bien sûr et Saint-Denis, et qui est une ville beaucoup plus diverse qu'on ne pourrait ne le penser, étant une ville de l'Ouest, quartier très bourgeois, mais des quartiers aussi très populaires. Ah, je croyais que Et je c'était suis Montreuil. aussi formateur en école de commerce, où je donne des cours de business développement international, de réponse aux appels d'offres et de politique partenariale, puisque je suis du même avis que Marie-Xavière. Les parties prenantes sont extrêmement importantes dans la mobilité, dans tous les secteurs publics de toute façon, quoi.
Donc j'ai créé en fait cette société avec trois convictions fortes. La première, c'est que la performance commerciale est réellement forte quand vous construisez des partenariats. Plus vous avez de partenaires, plus vous êtes puissant, vous avez une offre intéressante, attractive pour vos clients. C'est ce qu'ont bien compris en fait le secteur de l'IT, où même des très grosses sociétés comme Microsoft, 90% en fait de ses ventes se font à travers des partenaires. Donc pourtant, Microsoft n'a pas de souci de notoriété. La deuxième conviction, c'est que la compétitivité européenne nécessite également de se rassembler pour pouvoir former par notre diversité, par notre innovation, des, des, proposer des solutions qui soient pertinentes face aux géants américains et chinois. Et puis aussi la mobilité comme service public. Et moi, j'ai beaucoup d'estime, alors, c'est pas le cas de beaucoup de mes concitoyens, mais pour les politiciens qui doivent justement euh, apporter des services pour tous les citoyens partout. Et on n'est pas dans la mobilité sur des marchés de niche. Il faut donc embrasser tous les besoins de la population. Et j'ai particulièrement apprécié le discours de Véronique sur la tarification. La tarification, elle est aussi sociale. Donc, c'est toujours un compromis. Là, il y avait trois piliers dans ta présentation et je pense que c'est en effet des choses complexes. Donc, qu'est-ce que l'on fournit? Donc, on fait en fait, d'abord, on représente en fait, des sociétés étrangères sur le marché français. Donc ça, c'est la première vocation. Donc c'est de faire pour eux de la prospection, de la gestion de compte. Donc c'est l'aspect commercial. Pour l'aspect business development, c'est la mobilisation des parties prenantes, présence dans l'écosystème pour tout simplement, j'ai représenté un de mes clients sur Mobco la semaine dernière. C'est aussi l'objet de ma présence chez Mobile Impulse, c'est de les faire connaître et de comprendre comment ils peuvent s'intégrer en fait dans l'écosystème. J'ai aussi, ayant beaucoup répondu à des appels d'offres, je leur propose également de répondre avec eux aux appels d'offres publics. Et donc, ce que les clients gagnent, c'est une rapidité de mise sur le marché à travers le réseau que j'ai, à la fois chez les AOM et chez les opérateurs. La réduction des risques commerciaux, parce que si jamais une, euh, une personne qui gère ces clients-là, enfin qui gère un client étranger venait à partir chez moi, il serait très vite remplacé ou je prendrai le relais. L'intelligence économique, la veille marché, en fait, il y a toujours une adaptation nécessaire, hein, surtout sur des sujets innovants qui évoluent très vite, comme l'open payment. Et puis, j'ai un business model qui est moins coûteux qu'une implantation locale. Voilà donc les quelques secteurs, enfin, c'est pas les quelques secteurs, je couvre trois secteurs actuellement. Dans la mobilité, les péages en flux libre, donc avec des portiques que vous avez sur la 13 en France, et puis qui étaient déjà très existants aux États-Unis. Donc là, je représente, c'est un peu exceptionnel, mais une société américaine, euh, alors que je veux me concentrer sur les sociétés européennes, qui est une société spécialisée dans le paiement et particulièrement dans la capture de plaques d'immatriculation. Et donc, il faut qu'il y ait une solution complète de vidéo tolling avec des back-office associés. Donc, ils sont présents bien sûr aux États-Unis, Mexique, parce que le fondateur est mexicain américain, en Angleterre et puis dans les pays nordiques, Danemark et Norvège. Donc là, je les représente sur l'Europe. L'information voyageur, donc Accentia, c'est une société suédoise de 90 personnes qui fait des bornes d'information voyageur en e-paper. Donc e-paper,
C'est un format d'affichage qui est très contrasté, en général noir et blanc, mais surtout qui a l'avantage de consommer très peu, donc de pouvoir être alimenté par l'énergie solaire et donc de pouvoir être déployé dans les secteurs ruraux qui ne sont pas alimentés en électricité sur les bords de route. Ils ont évidemment déployé leur système en Suède, en Allemagne, au Benelux, et puis ils ont également quelques succès à Strasbourg, et puis IDFM. IDFM, c'est donc en Île-de-France. Je les aide avec une société partenaire à déployer leur système sur le nord de l'Île-de-France. Et la troisième société que je représente, qui est toute nouvelle en fait pour moi, c'est une brique de paiement nécessaire pour l'open payment, qui est en fait une passerelle de paiement qui s'interface entre les valideurs qui sont dans les hackers ou dans les bus, et puis le back-office de système tarifaire tel que le fournit Eurive, avec le schéma de transaction bancaire qui est proposé par des banques en général. Et donc, vous avez une brique au milieu, cette société Sfei, qui est une société d'origine estonienne, alors bien qu'elle soit très très petite, 15 personnes, en fait, elle a déjà déployé, vous le voyez, donc en Angleterre, ici c'est Slovénie, Moyen-Orient et en Asie, ces solutions. Donc ma cible, elle est de représenter des PME ou des ETI tech donc européennes qui n'ont pas de ressources de business développement en France. Euh, voilà. Et pourquoi donc rejoindre Mobile Impulse? Déjà, c'est une association que je connaissais à travers son ancien nom, puisque j'étais chez Aegis, et donc j'ai participé à quelques réunions au temps où elle s'appelait Attack ITS France. Et c'est vrai que je faisais le constat qu'elle était très orientée sur les aspects technologiques, presque, je trouve presque trop, parce que pour quelqu'un qui cherche des solutions pratiques et déployables et nécessaires pour le marché, on restait dans des schémas assez théoriques, en tout cas à l'époque, donc c'était il y a peut-être 8 ans, je dirais, à peu près. Et donc là, j'ai trouvé que avec la nouvelle gouvernance, la nouvelle ambition là, portée par Fabrice et Marie-Xavier, c'était très dynamique. Donc avec un réseau d'experts, parce qu'il faut effectivement des experts, la mobilité est en constante évolution et c'est compliqué, c'est complexe. Donc je suis ravi de faire partie de cette association, d'avoir aussi des outils de réflexion pour pouvoir positionner en fait les sociétés que je représente, donc la revue Tech, le bulletin mensuel, la journée CEREMA qu'on a eu par- euh, c'était à Reims? Non, c'était pas à Reims. Hein, pardon. Je ne me souviens plus. Metz. C'était la journée CEREMA, là. Metz, Metz. voilà. Metz. Donc c'est dans l'est de Paris. Voilà. Il y a aussi identifié des partenaires, puisque ça, c'est ma vocation, en fait, de créer des partenariats, soit ponctuels, soit opportunistes sur un projet, ou soit plus global sur un marché. Surtout quand on aborde une brique, hein, comme la passerelle de paiement de Sfei, elle a nécessité d'être intégrée. Et puis après, c'est aussi en termes de visibilité, de crédibilité. Donc, dans l'immédiat, c'est moi qui représente ces sociétés, mais ces sociétés-là, étrangères, auront vocation à intégrer Mobile Impulse aussi pour se présenter elles-mêmes, pour présenter peut-être leurs références, des cas clients qui pourraient être une inspiration pour notre territoire et pour nos fournisseurs de technologie, quoi. Je trouve on a toujours à apprendre aussi hein, de ce qui s'est fait ailleurs. Comme l'a expliqué Julien, qui lui va en mode journaliste enquêter ce qui fonctionne, et ce que je trouve ça très bien. Il peut y avoir aussi des témoignages de projets réussis dans le cadre de l'association, quoi.
Voilà, donc en quelques mots, mon ambition et puis ce que je fais. Et donc, bien sûr, je suis, comme tout consultant, même si je ne le suis pas, comme toute société, je suis favorable à un échange et à un partage d'informations et sur des sujets précis ou des concepts. Eh ben, bienvenue parmi nous, Cédric. Donc, comme je l'ai mis dans le commentaire, pour les sociétés qui voudraient exposer au congrès 2027, c'est le moment de réserver votre stand avec Anissa, parce qu'on est en train de les vendre. Et donc, on a Ah oui. un certain nombre d'exposants, comment dire, historiques qui, du coup, comment dire, en fait, ont le privilège d'être là depuis longtemps, mais n'hésitez pas si, comment dire, si ils ont envie d'exposer. Ce sera un congrès un peu particulier parce que ça sera le seul événement parisien sur la mobilité et les transports avant les élections présidentielles, puisque ensuite Mobco sur les transports collectifs aura lieu à Saint-Étienne. C'est très bien Saint-Étienne, mais on n'y va pas en métro. Et donc, du coup, donc voilà, donc, 19 et 20 janvier. Anissa, il te reste combien de stands là? Peut-être, je sais pas si tu nous Euh, entends. oui, oui, je vous entends. Il m'en reste une trentaine, on va Hmm. dire. Mais ça va aller très très vite parce qu'on n'a pas encore commercialisé au public. Comme l'a dit Marie-Xavière, on privilège les adhérents, justement les adhérents et voilà, et les Oui, personnes voilà, les habitués. les habitués. Voilà. Et aussi, en D'accord, fait, c'est noté. juste pour vous dire que vous avez noté que dans le changement de nom, on a aussi changé notre revue tech, qui maintenant arbore une maquette plus au goût du jour. Et alors, je suis en train de chercher, non, je n'ai plus d'exemplaire sous la main. Et le prochain numéro, ça va être sur le contrôle sanction. Et le numéro d'après, ce sera sur la mobilité électrique. Donc, si jamais vous avez des sujets que vous voulez, comment dire, enfin, sur lesquels vous avez quelque chose à dire, les contributions sont bénévoles. Mais ensuite, on est en train, pareil, dans les changements qu'on met en place, on essaye de beaucoup plus valoriser les intervenants. Et comme mon équipe est super, elle arrive avec des numéros de la revue tech. Voilà. Donc, les deux derniers, ça fait des mochetés avec le fond, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, comment dire, à vous manifester. Donc, pour la revue tech, c'est la rédactrice en chef, c'est Marianne Delors. Donc, voilà. Et je vois que Cédric est bien équipé et a son exemplaire. Donc voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire vos propositions. L'association est donc effectivement en pleine transformation avec ce changement de nom, ce repositionnement. Et voilà, on essaie d'en faire un maximum pour nos adhérents et pour l'écosystème en général pour que effectivement on ait beaucoup plus de, comment dire, pour que ça aille plus vite pour la mobilité, parce que pour reprendre ce chiffre, c'est un peu le secteur. Alors, à part quand, effectivement, une guerre fait grimper les prix du carburant, c'est un secteur sur lequel les émissions de CO2 ne bougent pas beaucoup. Et on aurait quand même besoin, dans ces temps de caniculaire, que les émissions liées à la mobilité baissent. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va rediffuser donc on va mettre un lien vers cette session pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, des interrogations ou des propositions à nous faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Merci à tous. Merci. au revoir. Au revoir.